Salut! Quand j'ai parlé pour la première fois à quelqu'un de l'idée du challenge d'aujourd'hui, cette personne m'a dit « T'as un sérieux problème ». Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas compris si c'était parce que le concept même des challenges Pokémon s'apparente à du masochisme, ou si c'est parce qu'on s'apprête à envoyer des bébés combattre des dragons. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est un bébé Pokémon, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Il y a deux critères obligatoires. Premièrement, il doit s'agir d'un premier stade d'évolution, et deuxièmement, le Pokémon concerné ne peut pas se reproduire avant d'avoir évolué. Évidemment, sur la chaîne, vous avez l'habitude des mono-challenges sans évolution et avec différentes conditions supplémentaires, donc il faut quand même que je vous précise un petit truc. Il y a une raison pour laquelle on fait la séparation entre les bébés et les Pokémon normaux, et c'est la raison pour laquelle ce challenge est un challenge. Pour mettre cette raison en évidence, je vais faire une comparaison très rapide. Rattata est considéré comme étant un des Pokémon les plus faibles et les moins utiles du jeu jusqu'à un certain point. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'était le Pokémon du tout premier challenge de cette chaîne. Donc ça, c'est les stats de Rattata. Et ça, c'est les stats du starter avec lequel j'ai choisi de commencer. Je vous laisse le loisir de deviner lequel c'est, hein. N'hésitez pas à mettre en pause et à commenter votre proposition, vous pourrez avoir des surprises. Au niveau des règles, on va faire assez rapide. Évidemment, je ne peux utiliser que des bébés, j'ai choisi la version vert-feuille, donc voici la liste de ceux qui existent dans la version. Faire évoluer un bébé est strictement interdit, sinon c'est plus un bébé, hein. J'ai quand même le droit de faire évoluer des Pokémon pour obtenir un bébé par la suite, ça arrive une fois au cours de l'aventure, je vous laisserai découvrir. En dehors des Pokéballs, les objets en combat sont formellement interdits, ça inclut les objets tenus. D'ailleurs, pour me forcer à respecter ces deux règles, je donnerai automatiquement à chaque bébé obtenu une pierre stase. Son seul effet, c'est d'empêcher un Pokémon de tenter d'évoluer, c'est quand même vachement pratique. Étant donné qu'on va jouer avec une équipe, on jouera en mode défini, je peux capturer des CS Slaves et on va rajouter une particularité. Les bébés ne se trouvant pas dans la nature et la pension qui permet la reproduction faisant partie du post-game, on considérera que j'obtiens un bébé dès que j'obtiens son évolution. Je vais aussi ajouter une petite flexibilité de mon côté, je vais m'autoriser les super bonbons, c'est quand même un sacré gain de temps, hein. Maintenant pour compenser ça, si je considère que le niveau de mes Pokémon devient trop élevé par rapport aux adversaires, je le rabaisserai manuellement. Ça reste un challenge, hein, il faut pas déconner. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos baskets, on part à l'aventure sur les routes de Kanto et foutre le feu à Pokémon Vert-Feuille. Les meilleures aventures commencent toutes de la même façon, avec un bon gros monologue du professeur. La version Vert-Feuille, c'est de la 3e génération, mais ça se passe à Kanto, donc la toute première région. Ça veut dire que le prof qui nous accueille, c'est Chen, et qu'on démarre au Bourg-Palette. On prend nos petites jambes et on court directement dans les hautes herbes pour trigger la première cinématique et recevoir notre starter. Et pour ce challenge, j'ai choisi Pichu. Dans la version, on va pas avoir accès à tous les bébés. Il y en a 3 qui sont accessibles uniquement après avoir battu la ligue, c'est Azurill, Okeoke et Togepi, et il y en a carrément un qui n'est pas disponible hors échange, c'est Elekid. Elekid aurait donc été un choix évident, mais je trouve que ses stats sont un peu trop élevés pour un début d'aventure, donc on va le mettre de côté. Mes plus plates excuses au fan club d'Elekid, je sais que Game Freak vous donne pas grand chose à manger en ce moment, mais malheureusement je peux pas y faire grand chose. En gros, point faible, trop fort. Sachant que le tout premier bébé qu'on peut obtenir dans l'aventure grâce aux captures, c'est Pichu, et bah autant rester dans cette lignée, on récupère une petite souris électrique et on lance le combat contre Tristan. Alors vous aurez sûrement compris que j'ai choisi d'affronter un Carapuce. J'admets que c'est pour que ce soit plus simple, mais rassurez-vous, l'avantage de type il va très vite se faire la malle, hein. On électrocute la tortue et on commence à courir direction Jadiel. D'ailleurs si vous aviez pas remarqué, hein, je me suis donné les chaussures de sport dès le début, ça permet quand même d'aller vachement plus vite. I'm fast as fuck, boy. On fonce à la boutique, on récupère le colis, on rentre à Bourg-Palette pour la porter à Chen et on part direction la ligue pour taper sur Tristan une nouvelle fois. Mais avant ça, petite séance d'entraînement pour Pichu. Un combat franchement facile, pas grand chose à expliquer, on se dirige maintenant vers la forêt de Jade. Et cet endroit boisé est une petite promenade de santé pour n'importe quel éleveur de Pokémon, sauf pour moi, qui perd contre le deuxième dresseur, ses 2 aspicots et leur Darvenin. Coucou. Ouais, bah heureusement que c'était pas un Nuzlocke, hein. On avance péniblement et à force d'aller-retour entre le centre Pokémon et la forêt, on finit par arriver à Argenta. Nos 2 prochains Pokémon se trouvent à l'est de la ville. On peut trouver des rondoudous dans les hautes herbes et des Mélophées au Mont Sélénite, mais on peut pas encore y accéder parce qu'il va d'abord falloir réussir à battre Pierre. On part donc pour l'arène et on lance le combat contre le premier dresseur. Surprise, motherfucker!
Ah bah j'avais prévenu, j'avais dit qu'on n'aurait pas l'avantage de type pendant très longtemps. Rakayu est de type roche-sol, les attaques électriques comme éclair ne font tout simplement pas de dégâts au type sol. Doux baiser permet éventuellement de rendre confus, mais la confusion exploite l'attaque et la défense de l'adversaire quand il s'attaque lui-même, et Rakayu, en bon type roche qu'il est, a une excellente défense. En gros ça va prendre 1000 ans de le battre avec ça, ainsi qu'une bonne grosse dose de chance. Alors, il y a bien une solution pour quand même faire des dégâts directs, mais ça demanderait pas mal de préparation. Lutte permet de faire des dégâts, mais demande que le Pokémon n'ait plus aucun PP dans chacune de ses capacités. L'attaque a une puissance de 50 et fait des dégâts neutres, donc qui vont forcément être intéressants contre le type roche, mais le lanceur subira obligatoirement un contre-coup équivalent à un quart des dégâts infligés. En gros, si Pichu fait perdre 100 points de vie à son adversaire, il prendra un contre-coup de 25 points de vie. C'est une méthode plus ou moins intéressante, du moins jusqu'à ce qu'on regarde ce qu'il en est dans la réalité. C'est-à-dire que contre un Rakayu de niveau 10, avec les pires stats possibles, donc un Rakayu avec 0 IV partout et 0 EV partout, et qu'on admet en même temps qu'on a un Pichu avec des IV au maximum et 252 EV en attaque, il lui faudrait être au niveau 18 pour ne serait-ce qu'avoir une petite chance de faire perdre 50% de la vie du Rakayu avec lutte. Et ça, c'est seulement contre le Rakayu du premier dresseur de l'arène, on parle pas encore du combat contre Pierre, parce que celui de Pierre il est niveau 12, donc il a 2 niveaux de plus, et juste après il a un Onix de niveau 14 qui a une défense encore plus élevée. Pour l'image, si on garde la même situation, mais qu'on remplace le Rakayu niveau 10 par un Onix de niveau 14, toujours avec les stats les plus basses possibles, il faudrait cette fois-ci que Pichu soit au niveau 25 pour ne serait-ce qu'espérer avoir une chance toute petite de lui faire 50% de dégâts avec lutte. Et ça, c'est sans même prendre en compte le fait que son Onix connaît armure, donc il pourrait aisément temporiser encore plus, et sans prendre en compte non plus que le Rakayu de Pierre connaît aussi boule armure. Pour résumer en 3 mots, c'est la merde. La seule solution viable à ce stade, si je veux pas déjà briser l'équilibre de niveau, me semble très largement être l'utilisation de Doux Baiser qui n'a que 75% de chance de passer, ainsi que 50% de chance que la confusion fasse effet, pour des dégâts franchement ridicules. Les chances de réussite sont plutôt faibles, d'autant plus que le Onix du champion connaît étreinte, une capacité certes faible, mais qui retire 1/16 des PV de sa cible à chaque tour pendant 3 à 5 tours. Pour faire simple, ça veut dire que la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est d'utiliser une stratégie d'attrition contre un Pokémon spécifiquement designé pour se battre de cette façon. Bon, vous l'avez compris, on est déjà en face d'un mur, et un mur assez immense d'ailleurs. Mais rassurez-vous, à 25 ans de Pokémon, ça aide beaucoup à trouver des moyens de se sortir de ce genre de situation. Il y a un truc qui peut marcher. Comme je l'ai dit plus tôt, la règle principale, c'est que j'ai le droit d'utiliser uniquement des bébés Pokémon en combat. Mais l'autre règle liée au bébé, c'est que dès que je récupère une de ces évolutions, on considère que je récupère le bébé qui y est associé. Et il n'y a pas d'autre règle, il n'y a absolument rien qui m'empêche de me faire un gang de Pichu par exemple. Bon, c'est limité parce que j'ai pas des masses de thunes non plus, mais ça reste une stratégie possible. Et dans la forêt de jade qu'on vient tout juste de traverser, on peut trouver des Pikachu. Mesdames et messieurs, vous connaissez déjà Lucie, laissez-moi vous présenter Lulu, Lucette, Lulucie, Lelabi et Gérard. D'ailleurs, d'un point de vue pratique, si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir des Pichu alors que j'ai clairement attrapé des Pikachu, eh ben c'est pas compliqué, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle PKX, c'est un éditeur de sauvegarde tout bête et ça permet notamment de changer plus ou moins tout ce qu'on veut en plus ou moins tout ce qu'on veut dans le jeu. J'ai fait un tuto sur comment l'utiliser, vous pouvez retrouver le lien en description. On prend le temps d'expier notre petite souris électrique bien comme il faut, que d'efforts hein, et on amène notre armée de Pichu et Gérard lancer la revanche contre le seul dresseur de l'arène. Avec un peu de temps et d'effort, Rakayu finit par tomber et on arrive devant cet énorme tas de merde qui nous balance du sable à la tronche en boucle. Faut dire que Doux Baiser a déjà que 75% de chance de passer, si en plus on nous baisse la précision, ça devient franchement un combat de gros cons. Bref, on a 5 Pichu et un Gérard, donc on finit par l'avoir à l'usure, après tout ça aura jamais pris que 15 minutes hein, et on enchaîne direct avec Pierre. Et vraiment, c'est un véritable combat d'abrutis, il n'y a rien d'intéressant à vous le raconter, c'est vraiment juste des bisous et de la mimiqueux en boucle pour baisser la défense de Rakayu et Onix et faire le plus de dégâts possible, mais ça prend quand même un temps monstrueux, tout ça pour finir avec 3 Pichu KO et les 2 derniers et Gérard en sale état après 18 minutes de combat. Bref, c'était compliqué, c'était long, c'était chiant, mais maintenant on peut accéder à la route 3 qui se trouve juste à l'est. Alors évidemment j'ai pas gardé les 5 Pichu et Gérard, je me suis limité à Lucie le starter, hein. Le multiclonage c'est quand même une technique interdite. Sur cette route on peut trouver Rondoudou, on le capture et on file direct au Mont Sélénite où on peut trouver des Mélofées. Au rez-de-chaussée un taux de 1%, au premier étage introuvable et au deuxième étage
6%. On décidera donc d'aller le chercher au deuxième étage, principalement parce qu'on n'a pas que ça à foutre, et sur la route, on croise un sbire roquette qui se fait esquiver et on commence à chercher notre troisième Pokémon. Ça prend quelques temps, pas mal d'allers-retours, mais au bout de quelques minutes de recherche, on finit par tomber dessus, on le paralyse et on lance une... On rachète des Pokéballs, on refait tout le chemin, on esquive le sbire du démon et on attrape Mélofée qui devient donc un Mélo par la magie du challenge. Quelques dresseurs plus tard, on sort de l'autre côté de la grotte et directement après, on tombe sur ces deux-là. Et eux, ce sont des donneurs de capacités. Ils apprennent l'un et l'autre deux capacités qui sont vraiment très cool, mais en même temps très chiantes. Je parle ici de Ultima Point et Ultima Washi. Très cool parce que très puissante, 80 pour Ultima Point et 120 pour Ultima Washi, toutes les deux de type normal, donc en dehors des types roche, acier et spectre, elles seront toujours utiles, et stabées si on les apprend à Mélo et tout doudou. Mais elles sont aussi très chiantes car elles ont le même problème que Doubaiser, Ultima Point n'a que 85% de précision et Ultima Washi 75%. Dans tous les cas c'est toujours mieux qu'Écrase-Face, donc on apprend Ultima Point à Paresseuse et Ultima Washi à Day, ça permettra de mettre des grands coups de savate plutôt que des petites claques. Et juste après ça, on arrive à la ville bleue, Azuria. Ici, on va faire plusieurs choses. Déjà, après la traversée du Mont Sélénite, un petit tour au centre Pokémon s'impose. Ensuite, même si l'arène est déjà accessible, j'aime bien l'idée d'aller battre Tristan une nouvelle fois, histoire de vraiment asseoir notre supériorité avant d'aller voir Ondine. Il commence avec un Roucoups, et il utilise... Lucie réussit un éclair, Roucoups lance Vive Attaque une première fois, Lucie rate son deuxième éclair, Roucoups répond une nouvelle fois avec Vive Attaque, et c'est là que je vais mentionner le talent de Pichu pour la première fois, à savoir Statique. Alors, je suis désolé si vous savez déjà ce que ça fait, mais c'est une partie importante de la stratégie pour passer les combats de Tristan, je peux juste pas ne pas l'expliquer. Dans les combats Pokémon, on utilise des capacités pour se battre avec l'adversaire. Il en existe de deux sortes, celles qui initient un contact physique, qu'on appelle direct, et celles qui ne le font pas, qu'on appelle indirect. Attention, ici on parle pas des capacités physiques ou spéciales, mais bel et bien des capacités directes et indirectes. Ce sont deux concepts complètement différents. Cette désignation de direct ou indirect a tendance à suivre une certaine logique. Par exemple, si on prend Point de Feu, le Pokémon met un coup de poing enflammé à son adversaire, il s'agit donc d'une capacité avec contact. Nouvel exemple, un Pokémon qui utilise Ultra Laser se contentera de projeter un rayon laser sur son adversaire, il n'y a donc aucun contact. D'une façon générale, on se fiche pas mal de faire la distinction parce que c'est assez rare de rencontrer des Pokémon qui peuvent interagir avec cette donnée. Le truc, c'est qu'actuellement, on en a 3 qui peuvent le faire. Le talent statique de Pichu permet, lorsque l'adversaire initie un contact, d'avoir une chance de le paralyser. Simple et efficace. Dans le cas présent, Roucoups utilise Vive Attaque, qui est une capacité à contact, et finit paralysé par le talent. Mais Mélo et Tout Doudou ont eux aussi un talent qui agit sur cette caractéristique, c'est Joli Sourire. Son effet est simple, si un Pokémon doté de ce talent subit une capacité directe d'un Pokémon du genre opposé, alors l'attaquant a 30% de chance de tomber amoureux. C'est pas très important à retenir pour l'instant, mais en gros, contact égale potentiellement un truc positif pour nous. Mais retournons à notre combat. En lançant Vive Attaque, Roucoups fait proc le talent de Pichu et finit, en conséquence, paralysé. Lucie lance un nouvel éclair qui atteindra cette fois sa cible, Roucoups ne parvient pas à bouger, un dernier éclair et la souris électrique bat l'oiseau in extremis. Tristan envoie alors son Rattata, j'admets un peu jaloux, et je décide de tenter une cage éclair. Mauvais choix, il utilise une nouvelle fois Vive Attaque, et Lucie tombe à son tour KO. Mais dans son champ du cygne, un nouveau proc statique paralyse l'adversaire, et ça va probablement nous permettre un peu plus de facilité pour la suite. Day, le Mélo, prend le relais, il lance un Ultima Washi en plein dans les dents du pauvre petit rat qui prend 80% de sa vie d'un seul coup, et qui reste incapable de bouger à cause de la paralysie. Au tour suivant, il tente une Vive Attaque qu'il fait passer en priorité, mais la paralysie l'empêche toujours de jouer son coup. On sait qu'Ultima Washi tape fort mais ne touche pas forcément, on choisit donc d'utiliser Écrase-Face et on assure un KO parfait. Troisième combattant adverse, Carapuce fait son entrée et lance directement Mimiqueux. On décide d'y répondre avec Berceuse qui ne passera ni ce tour ni le suivant, mais qui fera son effet au troisième après une charge et un repli du Pokémon adverse. Vite, on profite du fait qu'il soit endormi pour lancer Ultima Washi et on lui met... très peu de dégâts, trop peu de dégâts pour une attaque stabée à 120 de puissance. Pas grave, on continue de mettre de grands coups de pied et la tortue d'eau se réveille un tour après. Day prend une nouvelle charge, lance un troisième coup de pied et essuie un pistolet à eau qui aura raison de lui au prix d'un formidable combat. C'est désormais notre dernier Pokémon qui entre sur le terrain. Paresseuse tente un Ultima Point, et lourd dégâts hein, et je l'ai pas mentionné mais ses PV sont pas du tout normaux à ce niveau. D'ailleurs sa défense spéciale l'est pas non plus. Ouais bon, alors défaite, mais c'était le premier essai et ça s'est franchement mieux passé que je pensais, alors que Mélo et Tout Doudou ont 3 niveaux de moins que le Carapuce de Tristan. Le combat est clairement à notre portée et une nouvelle tentative plus tard, on le passe effectivement sans trop de problèmes. Alors,
Si vous avez fait attention, vous avez probablement vu qu'il a 4 Pokémon et que j'en ai montré que 3. C'est normal, son quatrième c'est un Abra et il connaît que Téléport, qui n'a aucun effet en combat contre les dresseurs. Du coup bon, ça vaut pas le coup de le mentionner pour l'instant. Alors, à partir de là, on se tente une petite traversée du pont Pépite. Franchement, c'est pas bien compliqué. 5 dresseurs, le premier est un scout, la deuxième une fillette, le troisième... puis une autre fillette et enfin un campeur, le tout suivi de beaucoup trop près par un recruteur de la Team Rocket qu'on étale de la même façon que les autres. Bon, il est temps de se jeter sur l'arène. On a un Pichu, c'est une arène haut, en plus de ça, on a pu se permettre de monter paresseuse aidée au niveau 20 puisque le Staros de la championne est niveau 21, et Melo a débloqué Feuille Magique au niveau 17. Alors, l'attaque manque certes un peu de puissance, mais déjà elle est type plante, donc super efficace sur le type eau, et en plus de ça, même si on s'en balance ici, elle fait partie de ses capacités qui ne ratent jamais, quelles que soient les conditions. Ça sera parfait pour plus tard contre ces saloperies de lanceurs de sable. Et alors, après plusieurs dizaines de tentatives, je pense avoir cerné 5 problèmes majeurs dans notre équipe. Premièrement, nos stats sont absolument ridicules par rapport à celles des Pokémon de la championne. Faudra s'y habituer parce que ça va être un problème très récurrent au long de l'aventure, mais ça reste important de le rappeler, Pichu se fait laver le cul. Ensuite, la capacité signature de la championne, c'est Vibraqua qui a 30% de chance de rendre la cible confuse. Dans les faits, ça donne plutôt l'impression d'être un 80%. Troisièmement, la berceuse ne fonctionne qu'une fois sur 3. Alors je sais que le pourcentage de réussite est pas si élevé, mais il n'est pas censé être si faible que ça non plus. Quatrièmement, Doux-Baiser, donc ma seule attaque de confusion pour le moment, ne passe quasiment jamais, et quand elle passe, apparemment, on s'en tamponne le joyeux du côté des étoiles de mer. Et enfin pour finir, Ondine a une super potion, des fois qu'un des trucs dont je viens de parler se passe pas comme il faudrait pour elle. Ma stratégie pour gagner, ça a été de chercher à bait la potion sur Starry, qui est clairement le moins dangereux des deux Pokémon de la championne. Pour ça, il faut commencer par prier pour que Starry prenne la confusion, se frappe lui-même, puis on lance un éclair qu'il met dans le rouge, Ondine utilise sa potion, nouvel éclair, il se frappe lui-même, nouvel éclair, et Staros se présente devant nous. Et là, on a un autre problème. Pichu est pas assez rapide pour agir en premier, alors plutôt que de switch et prendre des dégâts gratuits sur un autre Pokémon, on décide de tanker la prochaine attaque, et Ondine fait le choix stupide à souhait d'utiliser Tour Rapide. Tour Rapide, c'est une attaque avec contact, et avec le statique de Pichu, ça veut dire qu'elle prend le risque de se faire paralyser. Et justement, c'est ce qui arrive. On en profite donc pour mettre Paresseuse, le tout doudou, sur le terrain, et économiser quelques PV avec Melo qui tank beaucoup mieux. On rate un premier Doux-Baiser, on prend un Vibraqua dévastateur, on touche le Doux-Baiser suivant, mais comme je l'ai déjà dit, la confusion on s'en balance chez les étoiles de mer et Paresseuse tombe. Place maintenant à Day, on spam Feuille Magique, et entre la confusion, la paralysie et un petit coup critique bien placé, on obtient le second badge après beaucoup trop de tentatives. Celui-là, c'était un combat compliqué. L'arène d'Argenta, c'était juste chiant, je savais qu'on allait gagner, on a eu besoin que d'un seul essai, mais alors celui d'Azuria, c'était un de ceux que j'ai le plus répété, et honnêtement, estimez-vous heureux de pas l'avoir eu entièrement. Bon, la suite de l'aventure, elle se trouve au nord d'Azuria. On va y trouver la maison de Léo. Léo, c'est un Pokémaniac. Léo, il est tellement zinzin de Pokémon qu'il a créé une machine qui permet de se changer en Pokémon. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon... fait ce qu'il veut de son temps libre, perso je joue de fous, chacun ses passions. Évidemment il est bloqué, il n'arrive pas à se rechanger en humain, donc par pitié on l'aide, et en conséquence il nous offre le passe-bateau. À partir de là, ça va tout droit, on retourne à Azuria, on passe par la petite maison qui s'est faite cambrioler, on récupère l'ACT-28 en cassant le sbire rocket à l'extérieur, et on file tout droit vers le sud en direction de Carmin-sur-Mer. Ici il n'y a pas grand chose à y faire, c'est globalement très rapide, on a un combat prévu contre Tristan juste avant de récupérer Coupe, puis on a l'arène, et c'est à peu près tout. Le combat contre Tristan il est un poil plus compliqué que celui d'Azuria, il a toujours ses 4 Pokémon, mais en dehors de Roucoups, ils ont tous pris un stade d'évolution et donc des stats en plus de ça son Abra qui connaissait que Téléporte, maintenant c'est un Kadabra et il peut utiliser Entrave, Télékinésie et Choc Mental, de quoi bien nous péter les burnes. Il a fallu que les étoiles s'alignent de la meilleure des façons pour qu'on réussisse à passer ce combat. D'abord, on ouvre avec Pichu pour profiter de l'avantage de type sur son Roucoups. Après un premier éclair, on parvient à le paralyser, mais 2 jets de sable suffisent à empêcher Lucie de jouer. Paresseuse finit Roucoups avec écrase-face, réussit un Doux-Baiser sur Rat-Attaque, tank un croc de mort dévastateur et met un grand coup de poing dans le visage du rat en échange. Une vive attaque plus tard, Dave fait son entrée et annihile Rat-Attaque avec un seul Ultima Washi. Tristan envoie Kadabra, il utilise Entrave pour bloquer les coups de pied, mais c'était anticipé après les quelques tentatives déjà faites, donc on lance encore pour le fixer sur sa capacité en boucle et l'empêcher d'agir pendant le temps de l'entrave. Une fois qu'on peut relancer Ultima Washi, Kadabra se fait one shot et on arrive devant Karabaf. À partir de là, on lance Feuille Magique en boucle et après un bon coup critique, on parvient à boucler le combat.
J'ai fait vite en vous épargnant les plusieurs premières tentatives, ça aurait fait un petit peu déjà vu avec le combat d'Azuria, et c'est pas du tout le dernier combat de la version contre lui, encore moins le plus intéressant, donc on se garde ça pour plus tard. Une fois qu'on récupère Coupe, on ressort du bateau, il s'en va sans nous, et on fait un petit détour par la cave Topiqueur. Notre équipe de petits est juste pas capable d'apprendre Coupe, donc il faut qu'on trouve un Pokémon qui peut le faire, et justement, dans la cave Topiqueur, on peut trouver des Topiqueurs. Vous êtes surpris, hein? Une fois qu'on l'a capturé, on lui enseigne, on va couper l'arbre qui nous sépare de l'arène, et encore une fois, je vous épargne le calvaire, hein, fouiller des poubelles dégueulasses pour trouver des boutons, c'est jamais très agréable. On sauvegarde devant le champion, et on entame le combat pour le 3ème badge. C'est un combat qui est loin d'être très compliqué, l'arène est de type électrique, on a appris tunnel à Day en prévision. Le seul potentiel problème qui pourrait exister vient du fait que Pikachu et Raichu ont tous les deux le même talent que Pichu, à savoir statique, et tunnel est une capacité de contact. Si on a assez de chance, on peut esquiver la paralysie, et c'est justement ce qui se passe, en tout cas jusqu'à ce que Raichu utilise Cage Éclair. On y répond avec une berceuse, et sachant que Tunnel se lance sur 2 tours, ce serait probablement une mauvaise idée de tenter de l'utiliser en étant paralysé. On privilégie donc Ultima Washi, et Day colle une giga mandale au Raichu du Major Bob, les talents d'un seul coup. Voilà, quand on vous dit de pas oublier de bosser les cuisses à la salle, c'est pour pouvoir faire ce genre de truc. Bon, à partir de maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, ça risque d'être un peu long et tout sera pas forcément super intéressant, donc je vais encore une fois me contenter de vous le résumer. Pour l'instant, on a que 3 Pokémon, mais il y en a d'autres qui sont accessibles avant la ligue selon nos règles, dont Liputi et Débugant. Pour Liputi, on peut récupérer un Lipoutou en échange d'un Tétart à Azuria. Le problème, c'est que pour pêcher Tétart, on a besoin de la Super Canne qui se trouve à Parmanie, et que pour accéder à Parmanie, il faut soit passer par la piste cyclable, bloquée par un ronflex endormi, soit prendre le chemin par l'est de Carmin-sur-Mer, qui est également bloqué par un ronflex. La seule solution pour les réveiller, c'est de récupérer la Pokéflûte qui est donnée par le petit vieux au sommet de la tour de l'avant-ville, sommet bloqué par l'esprit d'un Pokémon contre lequel on peut pas se battre à moins d'avoir le Scope Sylph qui est gardé par Giovanni, le chef de la Team Rocket, au 4ème sous-sol du casino de Cella de Paul. Oui, ça fait beaucoup de conditions. Et puis, j'ai pas encore parlé du 2ème Pokémon que j'ai mentionné, donc Débugant. Lui, on peut le récupérer juste après avoir débloqué le chemin vers Safrania, ça prend littéralement 2 secondes. Maintenant, Débugant, il a 2 soucis, le premier c'est ça, et le deuxième c'est ça. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais avant même de pouvoir récupérer les 2 prochains Pokémon, il y a encore un autre truc à faire, on va devoir passer par la grotte. On va devoir passer par la grotte et c'est pas un moment compliqué. C'est juste super chiant parce qu'on n'a pas accès à Flash, mais en longeant les murs, on s'en sort sans souci. À partir de là, la prochaine étape, elle se passe à Céladopol. L'objectif actuel, c'est d'aller chercher Lipouti parce que c'est probablement l'un des Pokémon qui vont le plus nous servir de toute la run. Déjà parce que, contrairement à tous ceux qu'on a pour l'instant, lui, il a des stats un minimum correct. Bon, correct, je dis ça, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein, ça reste un bébé. Mais un bébé avec 85 d'attaque spéciale et des attaques qui vont avec ses stats. C'est-à-dire qu'il peut apprendre Psycho, Laser Glace, Blizzard, c'est pas déconnant du tout. C'est très certainement le premier vrai Pokémon qu'on peut avoir depuis le début du challenge. Je l'ai dit plus tôt, pour avoir la Pokéflûte, on va avoir besoin du Scope Sylph, qu'on peut récupérer au repère Rocket sous le casino. Du coup, on y va, on commence à casser du sbire comme jamais, c'est faux, on en évite la plupart parce que c'est particulièrement chiant de devoir taper sur des Pokémon qui ont 90% de chances d'être plus rapides, ou de nous casser la gueule, ou de nous rendre confus, ou de nous empoisonner, ou les 3 à la fois. Il y a juste lui qu'on doit absolument affronter parce qu'il laisse tomber la clé de l'ascenseur quand il perd, et c'est de là qu'il garde la porte devant Giovanni. On commence par lancer le combat contre le premier des 2. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Qui c'est qui a touché à Dorian? Et maintenant, c'est le moment de se faire le boss de la Team Rocket. Son équipe, elle est plutôt faible. En tout cas, pour le moment, c'est pas un problème. On ouvre avec Day, Giovanni avec un Onix, une feuille magique. Il envoie juste après Rhinocorn, encore une fois, une feuille magique. Vient alors le tour de son Kangourex, et cette fois-ci, seulement un ultime point pour tomber Mélo. On envoie donc Lucie en relais, une cage éclair, un petit bisou et Kangourex ne fait rien pendant 4 tours. En tout cas, rien de problématique pour notre équipe. Ceci dit, par principe, je switch sur Paresseuse pour reset le debuff de défense de la Mimikyu adverse, et parce qu'il est simplement plus tanky que Pichu, en espérant pouvoir potentiellement tanker une attaque de Kangourex. Non. Bon, malgré cette menue déconvenue, on a quand même plus d'une corde à notre arc, on parvient à s'extirper du combat en remettant quelques bisous et en envoyant quelques ondes de choc, et on finit par récupérer le Scope Sylph. Et maintenant, c'est le moment où on entre dans l'étape de notre aventure qui m'a valu des cauchemars quand j'étais gamin.
La tour Pokémon, c'est l'endroit où on enterre les Pokémon morts. C'est aussi l'endroit où on peut trouver le fameux spectre dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, il s'agit du spectre d'un ossature décédé, et maintenant qu'on a le Scope Sylph, il n'y a plus qu'un seul véritable obstacle entre nous et lui. Tristan nous attend au premier étage de la tour de l'Avant-Ville, et son équipe elle est pas marrante du tout. Il a toujours son Roucoups, son Carabaf et son Kadabra, mais il a échangé son Ratatak pour un Caninos et il y a ajouté un Neuneuff. Alors, c'est pas spécialement des Pokémon extrêmement puissants, mais il reste trop fort pour nous. On manque clairement de stats et on peut même plus simplement se dire que la moindre erreur peut être fatale. On n'a plus besoin de faire d'erreurs pour s'en prendre plein la tronche. On est arrivé au stade où, même quand la chance est de notre côté, les probabilités de gagner sont trop faibles. J'ai bien fait une trentaine de tentatives et sur la quinzaine sur lesquelles Roucoups ne lançait pas Vive Attaque et donc sur lesquelles Pikachu le prenait de vitesse avec une cage éclair, aucune n'a eu l'air d'avoir le moindre effet sur le pigeon d'en face. Pire encore, il n'a été paralysé en tout et pour tout qu'une seule fois dans la dite quinzaine d'essais. Statistiquement, ça me paraît franchement impossible et même au-delà de ça, les Pokémon qu'on a actuellement à disposition sont juste beaucoup trop faibles pour pouvoir faire face à leurs adversaires. Je pense donc que c'est le bon moment pour faire un peu d'optimisation. Alors, je vais pas vous faire un cours magistral sur les IV et les EV, j'ai beaucoup trop la flemme, mais une petite explication s'impose quand même. Pour faire simple, les IV, c'est une représentation du potentiel naturel d'un Pokémon, c'est-à-dire que deux Pichu du même niveau vont pas être égaux. L'un des deux peut avoir plus de vitesse que l'autre, alors que l'autre aura plus d'attaque et de défense spéciale que l'un. C'est complètement aléatoire et surtout, c'est une valeur fixe qui ne change jamais. C'est un peu comme le talent individuel de chacun. Toi qui regardes cette vidéo, t'es peut-être plus enclin ou encline à apprendre à dessiner, mais t'as pas forcément un esprit très mathématique, là où pour un autre être humain, ça peut très bien être l'inverse, où il peut être drastiquement pire en tout. Les EV de leur côté, c'est la représentation de l'entraînement d'un Pokémon. En gros, plus il va se battre, plus il va gagner des stats, même sans monter de niveau. Voilà, la stat gagnée dépend du Pokémon qui bat, et puis c'est le principe de l'entraînement quoi. En temps normal, sur une run classique, on n'est pas censé pouvoir toucher aux IV. Les EV, on peut quand même les manipuler en choisissant les Pokémon sauvages qu'on affronte, donc en gros, c'est long et chiant, et pour cause, ça change absolument tout. Avoir des bonnes IV, ça a vraiment un impact, de la même façon que répartir ses EV dans les bonnes stats, ça a un impact certain sur l'issue des combats. À partir de maintenant, on va donc imaginer que Pichu, Melo et Toudoudou, ainsi que tous nos autres Pokémon de l'aventure, auront systématiquement toujours 31 d'IV partout et qu'on leur donnera directement des EV qui correspondent plus ou moins à leurs stats. C'est hautement improbable dans une run classique, mais c'est pas impossible, et si c'est pas impossible, alors c'est faisable, donc c'est légal. Et d'un coup, c'est magique, le combat passe tout seul. En fait, l'une des raisons pour lesquelles par exemple Pichu n'avait pas de dégâts, c'était parce qu'il avait 15 IV en attaque spéciale sur un total possible de 31. D'ailleurs, il avait aussi seulement 4 IV en vitesse, pareil pour Melo, 3 IV en attaque spéciale, feuille magique allait pas être très efficace quoi. Et donc, Lucie one-shot presque Roucoups, Day atomise Caninos, puis il enchaîne avec un Ultima Washi absolument dévastateur sur Neuneuff qui lance protection en réponse. C'est bien trop tard, puisque maintenant, il reste plus que Kadabra qui a une défense absolument déplorable et 13 niveaux de moins que Day qui gère absolument tous les adversaires depuis la sortie de la grotte. Il prend un Ultima Washi alors qu'il est sous protection et se fait oblitérer. Dernier rempart avant de terminer ce combat, Carabaf retourne dans sa Pokéball après seulement 2 feuilles magiques. Et bon, c'est vrai que maintenant c'est compliqué de pas voir le problème qui se profile. En tombant Carabaf, Day est passé au niveau 34 dans une zone dans laquelle la majorité des Pokémon sont aux alentours des niveaux 20 à 25. Mon but c'est de vous raconter une aventure intéressante et je pense que c'est pas forcément intéressant de battre des adversaires si on dépasse de trop leur niveau, donc je vais faire une dernière modification avant de continuer, je vais volontairement rabaisser son niveau qui commence à mon sens à être un peu trop haut par rapport aux autres Pokémon de la zone. Day retourne donc au niveau 26. Et on vient de passer le dernier véritable obstacle qui nous séparait de Lipouti. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de calmer le spectre en haut de la tour, battre les 2-3 sbires roquettes du sommet, récupérer la Pokéflûte, retourner à Céladopole pour réveiller Ronflex qui barre la piste cyclable, aller à Parmanie, récupérer la super canne dans cette maison, aller chercher un petit art juste au-dessus de Termin-sur-Mer, le faire évoluer et pour finir, l'échanger contre un Lipoutou à Azuria. Wow, il y en a des mots là. Ouais. Vous savez quoi, maintenant on va faire un truc marrant, il n'y aura rien besoin d'expliquer, prenez juste en compte ce que vous allez voir et entendre et acceptez-le, vous prenez pas la tête. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende du Topiqueur volant ? Maintenant oui. On vient de récupérer Lipouti et je l'ai dit plus tôt, il a accès à un bon petit panel d'attaque plutôt sympa et Laser Glace en fait partie. L'attaque en question est dispo au casino de Céladopole, aux côtés de ses équivalents électrique et feu, Tonnerre et Lance-Flamme. La prochaine arène étant une arène de type plante, Laser Glace et Lance-Flamme sont toutes les deux particulièrement intéressantes, donc ça pourrait être pas mal de les avoir. Bien évidemment, la quantité de jetons que vous voyez à l'écran a été obtenue de manière tout à fait légale, tricher au casino ? Non, personne ferait ça. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc marrant.
Vous saviez, vous, que Mélo peut apprendre lance-flamme? Non, parce que c'était vraiment pas un truc auquel je m'attendais. Maintenant, c'est tant mieux, hein, parce qu'on s'apprête à lancer l'arène de Céladopol. Elle est composée exclusivement de Pokémon de type plante, ou double type incluant plante, hein, et bah, forcément, on vient littéralement de récupérer un lance-flamme. Du coup, j'imagine que j'ai pas trop besoin de vous dire ce qui se passe exactement. 4ème badge en poche donc, on se met à courir vers le manoir Céladon pour récupérer le thé à donner aux gardes de Safrania. On sprint ensuite vers le PNJ qui nous donne Psycho, on l'apprend à Lipouti et on part direct vers le dojo pour récupérer Débugan. Et là, on va avoir un petit souci. C'est vrai que pour le coup, je m'attendais pas nécessairement à devoir latter des Pokémon quasiment niveau 40 alors que Zetsu est même pas au niveau 30. Ceci dit, ça n'empêche absolument pas de leur péter les dents. Psycho, ça fait de très bons dégâts. Kikli a beau avoir une excellente défense spéciale, on arrive quand même à le two-shot malgré les niveaux de retard. Et même si Taignon one-shot Lipouti, on a encore la team derrière pour gérer le problème. Bon. On récupère Débugan, avec les attaques qu'il apprend, il va pas être très utile tout de suite, et même d'une façon générale, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il le sera pas pour la prochaine arène, puisque celle de Safrania, elle est de type Psy, et dans tous les cas, avant de pouvoir y aller, on doit libérer la Sylph qui est prise d'assaut par la Team Rocket. Et justement, Lipouti est de type Glace Psy, et la majorité des Pokémon utilisés par la Team Rocket sont de type Poison, Combat, Sol ou Vol, qui sont essentiellement sensibles au type Psy et au type Glace. C'est quand même vachement pratique, et le résultat est pas du tout surprenant. Elzetsu oblitère tous les dresseurs sur notre passage. Enfin tous, sauf peut-être un. Parce que, une fois encore, le seul obstacle qui se tient entre nous et la réussite, c'est Tristan, et son équipe a encore changé. Cette fois, ça déconne vraiment plus. Son Roucoups, c'est devenu un Roucarnage, son Carabaf a gagné 2 canons dans le dos, et son Kadabra a évolué en Alakazam. Oui bah ça va, hein, calme-toi. A savoir qu'historiquement, Alakazam c'est quand même le sweeper de la 1G, il est rapide, il fait super mal, bon il est fragile, mais si tu one-shot l'ennemi avant de te faire one-shot, t'en as juste rien à faire, c'est pas du tout le genre d'adversaire que t'as envie d'affronter d'une façon générale. Et justement, dans notre cas, c'est pas du tout le genre d'adversaire que je veux affronter. Par principe, on va pas chercher à utiliser Lipouti tout de suite, il va surtout être là pour assurer le coup sur les Pokémon contre lesquels on va vraiment avoir du mal sans lui. En fait, les bébés sont globalement tellement faibles qu'ils prennent plus ou moins tous de grandes baffes depuis le début, avance de niveau ou non. La pseudo-strat que je décide de mettre en place est relativement basique, il va falloir réduire le plus possible le risque de perdre notre arme principale, c'est-à-dire Lipouti. Pour ça, on va chercher à tanker les adversaires potentiellement problématiques avec les autres bébés, dans l'histoire qu'on puisse les passer sans avoir à trop exposer Zetsu. La réflexion est toute simple, si on arrive à gagner le combat sans avoir à le sortir, alors ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'être à 100% pour gagner, et si tout le monde tombe KO, ou si ça paraît être le bon moment pour le faire, eh bien on sortira l'artillerie lourde. On commence encore une fois avec Lucie en tête et on y va directement au tonnerre. Roucarnage répond avec vive attaque, Statique le paralyse et tonnerre lui prend 90% de ses PV max, mais il achève Pichu au tour suivant avec une nouvelle vive attaque. On le remplace par paresseuse, la paralysie l'a fait agir en première, on place un bon vibraqua et c'est le tour de Caninos. Il utilise une roue de feu qui sera très bien tankée, on y répond avec un nouveau vibraqua, coup critique, au tapis le chien-chien. Prochain combattant, Neneuf, on switch donc sur Day pendant qu'il place la Vampigraine, un lance-flamme et c'est ciao. Et maintenant, c'est le tour du monstre. On sait qu'il tape très fort et qu'il est très rapide, mais aussi qu'il tank bien les attaques spéciales. Par contre, sa défense laisse clairement à désirer. On décide donc cette fois d'opter pour Ultima Washi alors qu'Alakazam se prépare en lançant Plénitude. Il utilise ensuite Prescience et prend un deuxième coup de pied qu'il envoie au tapis. C'est maintenant une course contre la montre. Prescience met 3 tours à faire effet, il n'en reste plus que 2 et Tristan n'a plus qu'un seul Pokémon, Tortank. Malheureusement, on n'a pas assez de jus avec Day et Paresseuse, et tant que Prescience n'est pas passé, c'est compliqué de risquer de mettre Elzetsu sachant que c'est la sécurité du combat. Je décide alors de reswitch sur tout Doudou, Tortank utilise Pistolet à eau, on le tank sans trop de soucis, et on répond avec Doux Baiser. C'est là que la Prescience tombe, et Paresseuse survit miraculeusement à 6 PV. Évidemment pour tomber le tour suivant parce qu'elle est pas assez rapide pour prendre Tortank de vitesse, mais c'était quand même une belle perf. On remet Day sur le terrain, pas beaucoup de points de vie, mais en même temps il a passé tout le combat à se faire boxer le visage, c'est pas surprenant. Pour l'instant, on cherche simplement à gratter le plus de points de vie possible, donc on utilise Feuille Magique et... bon, c'est pas hyper efficace quoi. Un tour plus tard, Mélo tombe KO sous la pression des canons du Tortank adverse et on place finalement Lipouti sur le terrain. Il prend une morsure franchement douloureuse, mais on parvient tout de même à placer 2 psychos assez puissants pour clôturer le combat.
Bon, maintenant qu'on a battu ce gros gêneur, on en a fini avec Tristan jusqu'à Jadiel, donc on peut passer au menu principal. On a déjà affronté Giovanni une première fois, et on va devoir le refaire, mais il a les mêmes caractéristiques que les sbires roquettes. Des Pokémon principalement sol et poison, donc très sensibles au type psy et au type glace. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer comment le combat s'est déroulé. On place Zetsu en premier, et on annihile toute l'équipe du boss de la Team Rocket, plus son point de style bonus pour le Psychocoup critique qui a one-shot Kangourex. On vient de finir la partie que je considère comme étant la plus longue de ce challenge, parce que pour la quasi-totalité de la suite jusqu'à la ligue, ça risque très certainement d'être beaucoup plus facile. Liputti est, et sans aucune forme de contestation possible, le Pokémon le plus puissant de l'équipe. Il va nous permettre de gérer l'arène Psy grâce à sa propre résistance au Psy et à son type glace qui est neutre. L'arène Poison n'a absolument aucune chance de résister à Psycho, on va avoir besoin de réfléchir un peu plus pour battre l'arène Feu, mais ça devrait encore être jouable. Et la dernière arène, c'est encore un combat contre Giovanni et ses types poison et sol qui sont faibles face au double type de Zetsu. Vraiment à ce stade, Liputti c'est une arme de démolition massive. J'ai même pas besoin de vous expliquer comment ça se passe à l'arène, on utilise juste les autres bébés pour tamponner un peu histoire que Liputti ait pas tout à faire, et une fois qu'il reste plus vraiment trop de danger, on balance des lasers glaces de partout et on récupère le 5ème badge sans aucun souci, en plus d'une CT vraiment très cool. Après notre victoire sur elle, Morgane nous refile Plénitude. Et Plénitude, si vous avez vu le challenge avec Flabébé, vous savez qu'il faut pas me la mettre entre les mains cette CT parce qu'il finit toujours par se passer des dingueries. On s'envole juste après à Parmanie à dos de Topiqueur, on y lance l'arène directement et c'est un massacre, pur et simple. 4 Pokémon, 4 Psycho, Liputti a utilisé 4 PP sur le combat en entier. Du coup visiblement ça part en speedrun, hein. On va chercher Surf, on récupère la dent en or du gardien au passage pour récupérer force en même temps, et j'ai une nouvelle question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende du Topiqueur qui fait du surf? Maintenant oui. Une fois qu'on arrive à Cramoisil, on se galère à récupérer la clé secrète, ça prend 1000 ans parce que je connais pas le coin, mais ça va, on s'en sort et on commence à répondre aux questions franchement super compliquées de l'arène. Top! Chenipan évolue-t-il en Chrysacier? Existe-t-il véritablement 9 batchs Pokémon? La CT28 contient-elle fausse? Bon, pour le champion, j'avais dit qu'on aurait sûrement besoin de réfléchir, mais c'était sans compter sur le fait qu'on a accès à un combo assez stupide sur notre Pokémon offensif principal. On met Zetsu en tête, on lance Berceuse, puis Plénitude, et à partir de là, Psycho, 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 Psycho. C'est pas véritablement surprenant, hein, c'était déjà pas mal quand on a reçu Liputti, mais avec Plénitude, c'est devenu carrément stupide. D'ailleurs, c'était une arène dans laquelle on a un désavantage de type, mais à l'image d'Alakazam en première génération, si tu one-shot tout le monde avant de te faire one-shot, c'est plus vraiment un problème. Bon, ça fait beaucoup de combats quand même, hein. Ça veut dire on fait une petite pause. Quand on est sorti de l'arène, il y a Léo qui est venu nous chercher pour nous dire que il y a cette île un peu éloignée là. Il a un pote qui y vit et qui a besoin de son aide et que comme il nous aime bien, il nous propose de nous amener avec lui. Bon, il se trouve que j'ai cut l'enregistrement juste après la victoire sur Auguste, donc je peux pas vous montrer le moment où Léo nous en parle. C'est un peu trop tard. Mais en gros, bah, let's go. On prend le petit bateau avec Léo, puis on arrive dans une toute nouvelle zone, les îles Séville, autrement dit, à la plage. Et alors, c'est pas méchant envers lui, mais on va le laisser avec son pote parce que moi, j'ai juste une seule envie, c'est d'explorer le coin. Et justement, dans le coin, il y en a des choses à voir. Déjà, pour commencer, les îles Séville, c'est un genre d'assemblage d'îles. Pour passer de l'une à l'autre, il faut utiliser un bateau, puisque visiblement surf, c'est pas suffisant. Retenez pas ça, c'est pas nécessaire. Ici, on est sur la première île. Et sur la première île, visiblement, d'après les habitants, il y aurait un volcan. Et moi j'aime bien les volcans, alors on saute sur Topiqueur et on va aller regarder ça d'un peu plus près. En vrai, il a l'air d'y avoir pas mal de monde, ça agresse beaucoup dans le coin. Il y a aussi des sources chaudes avec des petits papis et des petites mamies qui font trempette dedans. Il y en a un en particulier qui nous raconte que c'est lui qui a creusé la source il y a longtemps, à la main. C'est cool, ouais, on y croit tous. Encore plus quand il nous file Éclatroc qu'on peut enseigner qu'à des Pokémon. Oui, ça va clairement dans le sens de sa version, hein. Ouais, à la main, ouais. Mais les sources, c'est pas encore le volcan. On est simplement à son pied. Pour y arriver, il va falloir qu'on monte encore un peu. Et entre nous et notre destination, il y a des hautes herbes dans lesquelles on peut trouver Magmar. On capture donc un Magby et lui, il est vraiment pas mal. Techniquement, ses stats sont même meilleures que celles de Liputti. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est uniquement de type feu et qu'il apprend relativement peu d'attaques intéressantes des autres types.
Alors, si vous vous demandez pourquoi c'est un problème, c'est tout simple, hein. La dernière arène rassemble des Pokémon de type Sol, et pour ce qui est du Conseil 4, Olga a 4 Pokémon de type Eau, Aldo a des Pokémon Sol-Roche et ou qui peuvent utiliser Séisme et Tombe-Roche, et Peter utilise quasi exclusivement des types Dragon, ou alors c'est de l'eau ou de la roche. Voilà, c'est super agréable. Bref, c'est loin d'être un mauvais Pokémon, en tout cas pour nous présentement, mais on peut déjà prédire qu'il va se faire casser la gueule. Y a pas moyen de le dire autrement. Voilà. Un peu plus haut, on trouve l'entrée d'une caverne qui a l'air de nous amener dans les profondeurs du volcan. C'est là qu'on se retrouve devant un petit puzzle. Franchement, pas hyper compliqué, on a connu plus difficile. Hein. Et juste après qu'on ait poussé tous les rochers, on tombe sur Sulfura, l'oiseau légendaire de feu et l'un des 3 oiseaux légendaires du Kanto, combat en quasiment un tonnerre alors qu'on a 3 niveaux de moins. C'est légendaire. Légendaire mais pas terrible. Bon, pour l'instant on a vu tout ce qu'on avait à voir ici. Il n'y a pas grand chose de plus, donc on passe sur l'île 2 où il n'y a pas grand chose à faire non plus. Ceci dit, il y a quand même un vendeur sympa. Lui, il nous offre de l'eau. Oui, alors c'est vrai que dit comme ça, c'est pas terrible. Mais quand on sait ce que fait l'eau, en fait, on est plutôt content. Bon, je vais pas tout vous expliquer, je sais qu'on fait une petite pause, mais ça veut pas dire qu'on peut perdre trop de temps non plus. Mais en gros, d'un point de vue rendement de PV, c'est le moins cher et le plus efficace, donc on en prend une bonne cinquantaine. Hein. Bon, alors, j'en ai pas parlé parce que je pense qu'on s'en balance un peu, mais en gros, Léo nous a demandé de livrer une météorite à un gars qui se trouve sur l'île 2. Il nous a dit qu'on trouverait la personne qui doit la récupérer dans la salle de jeu, et quand on y va, on est directement abordé par ce monsieur à moitié chauve qui ne laisse pas en placer une et qui nous commissionne directement pour aller chercher sa fille Lostel qui a un peu de retard. On en a rien à foutre, mais bon, écoutez, c'est les vacances, hein, une petite balade de plus, ça changera pas grand chose à notre vie. Sa fille, elle est sur l'île 3. L'île 3, c'est pas loin, il suffit encore une fois de prendre le bateau, mais quand on y arrive... Alors, cette fois-ci, c'est pas la Team Rocket, c'est un gang de motards. Ils s'appellent les Kanto Angels. Et visiblement, ils aiment un petit peu trop emmerder les gens et foutre le bordel. Ils sont même un peu agressifs et ils ont les mêmes Pokémon que la Team Rocket. D'ailleurs, ils se font péter la tronche de la même façon. J'ai pas besoin de préciser la suite, on n'est pas là pour le combat. Dans tous les cas, ils valent pas grand-chose. Quelques lance-flammes, un ou deux psychos et ils retournent sur leur piste cyclable. Bon. Pendant qu'ils s'en vont, on prend le temps de parler avec un des 2 habitants pris à partie, et lui, il a vu Lostel. D'après lui, elle est partie vers un endroit qui s'appelle le Pont du Lien. Et cet endroit, il se trouve un petit peu plus tard. On n'y voit personne, donc on continue, on arrive dans le bois baie, et ça a beau être mignon, il y a comme un petit truc dérangeant dans le coin. Et quand tu comprends pourquoi la petite fille se trouve ici, tu m'étonnes. En fait, elle a été hypnotisée et kidnappée par un hypnomade. C'est probablement un des trucs les plus creepy que j'ai vu dans les jeux Pokémon. Vraiment, hein, regardez les descriptions Pokédex de cette merde. Plusieurs légendes urbaines sont contées autour de ce Pokémon. On raconte notamment qu'il hypnotise les enfants afin de les enlever. Quand il rencontre quelqu'un, il l'endort et goûte ses rêves. S'ils ont bon goût, il emporte la personne avec lui. Non mais ça va, ça donne pas du tout envie de lui cramer la bouche. Quand on a plein de petits malheurs, faire du feu ça réchauffe le cœur. Bon, je crois que la pause a été assez longue là. On a récupéré un Magby, on a électrocuté Sulfura, on a livré un joli caillou, on a même fait flamber un détraqué, mais le challenge, il va pas se finir tout seul. On retourne à Cramoisil, on s'envole à Jadiel et on passe le pas de la porte de l'arène. On esquive le max de dresseurs, c'est-à-dire on est en combat genre 2, on se plante devant Giovanni et on plante Giovanni. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas besoin de trop expliquer, on l'a déjà royalement éclaté 2 fois, c'est pas maintenant que ça va changer, on one-shot tous ces Pokémon. C'est à peu près là que j'ai réalisé que depuis qu'on l'a eu, Débugant a pas vraiment eu son heure de gloire. En fait, on l'a carrément jamais utilisé. Alors, c'est pas choquant, hein, on l'a eu juste après Liputi, pourquoi changer une strat qui fonctionne quand son efficacité est absolument indéniable? Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un truc que j'ai pas mentionné tout à l'heure. J'ai montré rapidement les attaques que Débugant apprend par montée de niveau parce que non seulement c'était ridicule, donc c'était drôle, mais en plus de ça, je savais que Liputu allait pas décevoir, donc c'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Débugant, effectivement, n'apprend par montée de niveau aucune attaque. Ceci étant, la liste de celles qu'on peut lui apprendre par CT est assez intéressante. Ouais. Alors, l'explication est trop longue, ça rend juste le passage imbuvable, du coup je vous la retire, et puis de toute façon le Pokémon il sert à rien. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver, mais il pue sa grand-mère. On reprend. Tristan nous attend à la sortie de Jadiel, une histoire d'échauffement avant la ligue, bon, on commence à connaître. Pichu pour paralyser Roux Carnage, on le finit avec Zetsu, Plénitude, Psycho, Plénitude, Psycho, Plénitude, Laser Glace, Psycho, Route Victoire.
Je vais être très franc, c'est bien la première fois en 4 ans de challenge Pokémon, mais surtout en plus de 20 ans de jeu, que j'ai un peu de mal à passer la route victoire. Comme c'est la première fois que je touche au remake de la 1G, c'est compliqué d'anticiper ce qui m'attend dedans. Tiens, par exemple, pour passer Tristan et les autres dresseurs de l'histoire, comme par exemple Giovanni ou les champions d'arène, on a accès à une myriade d'infos, donc on peut s'organiser comme on en a envie avant de lancer le combat, et puis certains adversaires sont assez récurrents, il n'y a que le niveau de leur Pokémon qui change, ça rend les choses beaucoup plus simples que si c'était aléatoirisé. Maintenant, pour ce qui est de cette dresseuse-là, par exemple, elle a quoi comme Pokémon, elle? Vous savez pas? Bah c'est dommage, mais figurez-vous que moi non plus, je savais pas. Du coup, quand on en a fini avec elle, l'équipe, elle ressemblait à ça. Et c'est comme ça sur l'ensemble de la route victoire, c'est-à-dire qu'un peu de préparation s'impose. On achète quelques rappels, on fait un petit détour aux îles Séville pour acheter 50 bouteilles d'eau, et on brute force le passage de la route victoire, le dernier rempart entre nous et la Ligue. Et maintenant, vous savez très bien ce qui arrive. Olga, c'est notre premier adversaire, une équipe centrée autour de la glace, mais aussi de l'eau. C'est simple, elle a 5 Pokémon, dont 4 de type eau, 4 de type glace et 3 qui ont le double type qui mélange les deux. Ici, il y a deux façons de voir les choses. Celle qui saute le plus aux yeux au départ quand on a bien appris sa table de type, c'est de prendre Pichu en se disant que le type électrique est supérieur au type eau. Problème, Lamantine, Flagados et l'eau classe existent, et Lipoutou, c'est l'évolution de Lipouti, et j'ai pas besoin de vous préciser ce que Lipouti est capable de faire. D'ailleurs, au passage, je rappelle que Pichu est pas du tout adapté au one-shot intensif de Pokémon de late game, on n'arrivait déjà pas à one-shot Sulfura qui avait moins de stats défensives, je pense que c'est pas déconnant d'affirmer que on n'aura pas plus de succès contre d'autres. Mauvaise option donc. La deuxième, elle apparaît quand on réfléchit au fait que les types eau et glace, c'est deux types spéciaux. En fait, j'en ai pas encore parlé parce que j'ai pas vraiment eu la nécessité pour le moment, mais il y a un facteur assez important à prendre en compte. Dans les 3 premières générations, ce qui détermine la catégorie d'une capacité, donc le fait qu'elle soit physique ou spéciale, c'est son type. Ça a été changé en 4ème génération où chaque capacité s'est vue attribuer une catégorie personnalisée, mais par exemple, dans les 3 premières, toutes les capacités offensives du type feu sont spéciales. À partir de la 4ème, certaines deviennent physiques, c'est le cas notamment de roue de feu ou de point de feu. Maintenant, si on revient à notre combat, le type eau et le type glace sont considérés comme étant des types spéciaux, donc leurs attaques seront des attaques spéciales qui vont faire interagir l'attaque spéciale de l'attaquant et la défense spéciale de la cible. On a des Pokémon franchement faibles, ça c'est sûr, mais il y en a un qui a non seulement une résistance face à la glace, mais qui en plus de ça peut utiliser Plénitude pour augmenter sa défense spéciale et avec elle son attaque spéciale. Ça veut dire qu'en plus de rester en vie, on peut one-shot tous les Pokémon d'Olga. Et c'est ce qui arrive. Elzetsu en tête, on utilise une première Plénitude, Lamantine utilise Grêle, on relance Plénitude et regardez les dégâts de Surf. Alors oui, Lamantine c'est pas vraiment un symbole de destruction, mais c'est justement ça qui nous permet de passer le combat aussi facilement. Et maintenant qu'on a plus 6 d'attaque et de défense spéciale, on n'a plus qu'à lancer Psycho en boucle et passer au prochain adversaire. Aldo, c'est probablement le plus simple, on n'a rien à changer, il utilise des Pokémon de type Sol, Roche et Combat, le moveset de Lipouti est parfait pour jouer contre lui, on a Psycho, on a Laser Glace, techniquement on a même débloqué Blizzard en montant de niveau quand on a battu Olga, ce combat là il roule tout seul. Pour Agatha par contre, c'est un peu plus compliqué. Déjà, elle a un Nosferalto avec Morsure, mais surtout elle a 2 Ectoplasma et un Spectrum. Un des 2 Ectoplasma joue Point Ombre, Onde Folie, Reflet et Toxique, l'autre joue Ballombre, Bomberk, Hypnose et Cauchemar, et le Spectrum joue Malédiction, Regard Noir, Hypnose et Dévorève. Pour commencer, c'est impossible de setup contre eux. Ils ont tous une vitesse plus que correcte, voire même un peu abusée du côté des Ectoplasma, on va pas se mentir, mais le vrai problème, c'est que le type Spectre, c'est un type physique. Ça veut dire que même si on stack la défense spéciale, les attaques comme Ballombre ou Point Ombre s'en balancent complet, et même si Ectoplasma a que 65 d'attaque, Lipouti a, lui, 15 de défense. Alors on arrive à passer le premier sans problème parce qu'il a 4 niveaux de moins, donc il est moins rapide. Même chose avec Arbok et Nosferalto. Maintenant, le deuxième Ectoplasma, eh ben il nous pète la gueule. En clair, au-delà de pouvoir se setup, ce qu'il faut c'est surtout trouver un moyen de rester en vie. Et ce moyen, il existe en la personne de Patakès, le Magby, notre nouveau membre des îles Séville qu'on n'a pas encore beaucoup trop utilisé. L'avantage de Magby, c'est son type feu, celui-là même duquel on a dit qu'il l'empêcherait de briller un peu plus tôt. Magby, il a beau ne pas avoir beaucoup de défense, il a pas la même sensibilité face au type spectre que Lipouti, comme il a aucun des avantages de type sur ce combat. Ça veut dire qu'on peut probablement survivre à une voire 2 attaques. D'ailleurs, ce deuxième Ectoplasma, il peut aussi très bien décider d'utiliser Hypnose, et Hypnose, c'est seulement 60% de précision, donc ça peut clairement rater. Ça veut dire que Magby peut éventuellement réussir à mettre une onde folie, un petit lance-flamme, voire même le battre comme ça. Alors, ça fait pas tout,
Mais avec un peu de chance, ça peut surtout potentiellement permettre d'empêcher Ectoplasma d'agir le temps de lui mettre un gros psycho dans sa passe, si et seulement si il reste confus assez longtemps. S'il est toujours quand on met Lipouti sur le terrain, alors à ce moment-là, on aura à peu près 50% de chance que ça passe. Alors oui, ça fait beaucoup de conditions. Mais je vois vraiment pas d'autre moyen avec notre équipe de couche-culotte. Évidemment, on est moins rapide, Ectoplasma utilise Hypnose, ça rate, on lance Onde Folie, 100% de précision donc ça passe, l'adversaire lance Bomberk, on répond avec une déflagration et on brûle environ la moitié de ses points de vie. Ça fait un tour de confusion. Le spectre d'en face est confus et se frappe lui-même, avec un peu de chance, on n'aura peut-être même pas besoin de mettre Lipouti sur le terrain. On relance déflagration et Patakès rate son attaque. 2 tours. Ectoplasma réussit sa Bomberk suivante et achève Magby. 3e tour. Maintenant, il faut garder en tête que la confusion, elle reste pendant 1 à 4 tours. Si on a de la chance, Ectoplasma est encore confus et on peut encore check un tour de confusion. Alors on essaye. Et ça marche. On parvient enfin à mettre un psycho à cette saloperie de spectre. Agatha termine avec Spectrum, Prévolution, trop lent, trop fragile, one shot. Peter, c'est le 4e membre du Conseil 4, c'est l'avant-dernier combat de cette run, et surtout, il a le Pokémon qui m'a donné le plus de retors sur la version. Léviator, c'est pas un souci, il est pas très rapide et il a une double faiblesse face à l'électricité, un tonnerre et c'est fini. Encore que parfois, c'est un peu juste. Je vous avais dit que Pichu c'était pas un monstre, hein. Les deux Dracos, c'est la même chose, mais avec Laser Glace et Dracolos, c'est plus ou moins pareil. Ptera, il a 130 de vitesse. Il a 130 de vitesse et 105 d'attaque et des attaques qui laissent pas beaucoup d'espace pour réussir à jouer en dehors du tour de recharge ultra laser. En plus de ça, il a pouvoir antique qui a une chance de monter d'un cran toutes les stats du lanceur, comme si le Pokémon de base était pas déjà assez chiant à affronter pour nous, et ça c'est sans même mentionner le fait que c'est une attaque de type roche, donc super efficace sur le type glace et le type feu, c'est-à-dire les deux types des Pokémon les plus efficaces qu'on ait actuellement, en plus d'être un type physique dans cette génération, et stabé parce que Ptera est de type roche. Vous commencez probablement à voir où se trouve le problème. Ce Pokémon rassemble tous les trucs qui sont négatifs contre nous. Fort heureusement, notre plus gros point fort contre lui, c'est ironiquement notre plus gros point faible. On a une équipe de chips. Ultra Laser c'est de type normal, donc physique, et ça a 150 de puissance. Une telle démonstration de force l'oblige à prendre un tour de repos ensuite, mais ça veut dire qu'il va forcément one-shot un Pokémon, et on peut utiliser ça à notre avantage. Si on décide de faire un sacrifice, on peut switch ensuite sur Lipouti et directement lancer Laser Glace en profitant du tour de repos. Et c'est exactement ce qu'on tente. Un tonnerre tombe Léviator, on gère rapidement le Draco qui suit avec ce qu'on a, et Peter envoie le gros problème. Il nous one-shot Patakès avec pouvoir antique, et on tente de lui faire utiliser Ultra Laser avec d'autres Pokémon. Il nous one-shot encore Lucie, et là je réfléchis un petit peu. Pour le forcer à utiliser Ultra Laser, il faut un Pokémon assez tanky pour ne pas se faire one-shot par pouvoir antique pour l'inciter à lancer sa grande tatane. Et les deux seuls à même de faire ça actuellement, c'est Toudoudou et Mélo. Enfin surtout Toudoudou parce que c'est un gros sac à pavés et qu'on a fait exprès de lui donner des EV très défensives, là où Mélo est plus axé sur l'offensive. On met paresseuse sur le terrain, elle tank très bien une première cruelle qui lui retire même pas la moitié de ses points de vie, et là, c'est sûr, Ptera lance Ultra Laser. On finit avec Lipouti, le ptérodactyle est à plat, Laser Glace, et c'est fini. Et maintenant c'est le tour de Tristan. Lui, on commence à le connaître, mais on connaît pas encore cette version de lui. Techniquement, c'est la version ultime de son équipe actuelle, enfin en tout cas la version ultime de son équipe de la première génération. Jusqu'à maintenant, les combats contre lui étaient pas ingérables et on avait même réussi à le battre assez facilement grâce à Lipouti juste avant la roue de victoire. Maintenant, Rhinocorn a évolué, son Caninos aussi et son E9 également. En gros, son équipe ressemble à ça et ça va nous causer quelques problèmes. Son niveau le plus bas est à 57, son plus haut à 63, on a donc officiellement atteint le maître avec une équipe de bébés en sous-niveau. À mes yeux, c'est déjà une perf. Maintenant, comment est-ce qu'on le bat ? On va suivre le même principe que d'habitude pour ce qui est de Roucarnage, mais cette fois-ci, on est à 100% plus rapide parce qu'il a oublié Vive Attaque, donc on a tout le loisir de le one-shot, ou en tout cas de tenter de le faire. Pichu en tête, on lance Tonnerre.
Un nouveau tonnerre et on passe à Rhinophéros. On aimerait bien pouvoir mettre Lipouti contre lui, mais on peut absolument pas switch comme ça. Rhinophéros, il a pas des stats qui nous permettent de le faire. On se ferait automatiquement one-shot directement, donc on met start, le débugant à la place, on esquive un tombe rush, on tente un séisme, c'est pas hyper douloureux et l'adversaire répond avec son propre séisme, et le moins qu'on puisse dire c'est que start l'a vraiment senti passer. On le remplace par Elzetsu, un laser glace et l'adversaire retourne dans sa Pokéball. Et là, on se retrouve en face de Arcanin. C'est lui le vrai problème du combat, enfin plutôt son attaque vitesse extrême qui lui permet tout simplement de one-shot quasiment n'importe lequel de mes Pokémon. En gros, il a un bouton pour dire « toi t'es mort » et auquel je peux pratiquement pas répondre. On switch sur Paresseuse, elle prend un lance-flamme et tombe au tour suivant à cause de vitesse extrême. Je décide alors de tenter la paralysie avec statique, vitesse extrême est une capacité à contact, on met donc Pichu sur le terrain. Sans surprise, Lucie se fait one-shot et ne paralyse pas, ça devient un peu terrible, mais on peut encore s'en sortir. On fait suivre Magby qui tank une vitesse extrême et répond avec Onde Folie. Arcanin se blesse une fois dans sa confusion, on met quelques dégâts et Tristan décide d'échanger son Pokémon pour Tortank. On peut pas vraiment se permettre de reswitch, Patakès a peu de PV, autant le laisser tomber et le remplacer par Lipouti pour gérer Tortank. On lance Plénitude, l'adversaire se prépare à lancer Coup de Crâne, c'est donc le moment pour utiliser Psycho et le one-shot. Tristan renvoie Arcanin, on switch alors sur Day qui va tanker une première vitesse extrême et tombera sur une deuxième. Et à partir de là, on sait que vitesse extrême n'est plus un problème, parce que vitesse extrême ça n'a que 5 PP et qu'il vient d'utiliser le 5ème. On remet Lipouti sur le terrain, notre dernier Pokémon, et à ce moment-là, on n'a qu'un seul moyen pour passer Arcanin tout en étant sûr de pouvoir passer le reste. Sur le papier, on ne peut pas one-shot un Arcanin avec Psycho, même avec 70% de sa vie restante, alors même qu'il aurait juste un IV en défense spéciale et 2 niveaux de moins. Par contre, si lui utilisait Lance-Flamme, il pourrait clairement nous one-shot. La seule solution pour gagner ici, c'est donc de lancer Plénitude. On gagne un rang d'attaque spéciale et de défense spéciale, on résiste le lance-flamme et on tombe l'adversaire avec un psycho au tour suivant. On fait maintenant face à Alakazam et j'ai la sensation d'expérience grâce au combat précédent contre Tristan qu'avec une Plénitude de plus, si l'adversaire ne crit pas, on peut rester en vie et permettre de faire des dégâts supplémentaires. Alors on tente le coup, Zetsu perd un tout petit peu plus de la moitié de ses PV restants. On joue un peu plus avec le feu en tentant une nouvelle Plénitude qui augmenterait encore notre défense spéciale et donc réduira encore les dégâts du prochain Psycho, qui ne vient pas car Alakazam lance Prescience. 2 tours restants, c'est peu, mais on lance Laser Glace et on arrive devant le dernier Pokémon de ce combat, Noix de Coco. Et après un nouveau Laser Glace, il tombe KO, signant la fin du combat et de ce challenge. Bon, eh ben je pense qu'on est bien. C'était le dernier challenge. Si vous avez manqué le post que j'ai fait à ce sujet, alors je vous l'annonce ici officiellement. J'arrête cette chaîne YouTube. J'ai essayé de faire un truc sympa pour clôturer la chaîne avec un truc cool, je sais pas si c'était suffisant à vos yeux, je peux pas dire que je suis complètement satisfait du résultat, en plus je suis tombé malade en plein pendant les enregistrements comme d'habitude hein. Bon, j'aurais aimé faire mieux, mais j'ai pas vraiment l'énergie pour ça, et je voulais absolument finir cette vidéo avant 2026, et je vais vous expliquer pourquoi dans une petite minute. On a commencé avec des challenges Pokémon. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps et je pense que j'ai pas trop à rougir de ce que j'ai proposé ces dernières années, que ce soit en tant que youtubeur ou même en tant que VTuber du coup. J'ai pris la décision d'arrêter d'alimenter cette chaîne pour 2 raisons. La première, c'est que ça prend juste beaucoup trop de temps de faire des vidéos aussi longues. Là par exemple pour celle-ci, les premiers rushs ils datent du 28 septembre. Là on est le... honnêtement je sais pas le combien on est, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais ce sera très certainement pas après décembre. Du coup ouais, ça a été long, ouais. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'à partir de janvier 2026, je veux passer sur du contenu anglophone. Et je sais que les Français sont pas forcément très bons en anglais et ont pas non plus nécessairement envie d'apprendre, donc je veux pas vous infliger ça. Maintenant, si vous voulez quand même continuer à voir ce que je fais, je vous invite à suivre cette chaîne Twitch, ce compte Twitter et cette chaîne YouTube, parce qu'à partir de maintenant, c'est là que tout va se passer. Je sais que certains continuent parfois de regarder les vidéos de la chaîne, donc je vais les laisser en public. En plus de ça, c'est un morceau de mon histoire, donc j'ai pas de raison de les enlever. La chaîne restera telle quelle, je vais juste, tout simplement, plus rien publier ici. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ça a été une sacrée aventure, et on se retrouve autre part, dans une autre vie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Ali, et pour la dernière fois, extinction.